Le truc étrange au sujet de Formal-O b n'est pas son nom, mais le fait qu'elle n'existe pas. Elle a été photographiée pour la première fois en 2008 et a fait sensation. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une exoplanète massive, mais il s'est avéré que sa masse est faible et qu'elle est en train de tomber en morceaux de poussière en ce moment. Elle agit comme un nuage de poussière massif. Gliese 1214b est assez extraordinaire avec son environnement vaporeux. Attends, mais la vapeur est le résultat de l'évaporation de l'eau, n'est-ce pas? En fait, cette planète chaude est pleine de substances semblables à l'eau. Elle est définitivement plus chaude que notre planète, avec ses 120 à 280 degrés Celsius. Il peut également s'agir d'une planète océan, mais on en sait encore très peu sur elle, car elle n'a été découverte qu'en 2009. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, nous te présentons Gliese 436b. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four brûlant. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète, et elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Mais Gliese semble être un endroit agréable avec un climat assez doux comparé à celui de Corot 7b, qui ressemble à un four. Sa température est supérieure à 2200 degrés Celsius. Associée à sa surface rocheuse, elle présente une sorte de paysage souterrain. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles se refroidissent et retombent finalement à la surface sous forme de pluie de soufre. Le plus triste dans l'histoire de Corot 7b est qu'elle aurait pu être une géante gazeuse dont l'atmosphère aurait fondu sous l'effet de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Corot 3b n'est ni aussi chaude que la précédente, ni aussi froide que de nombreuses autres planètes. C'est une géante gazeuse de taille similaire à Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus serait la mort ultime, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. TRES 2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et il ne s'agit pas d'une nuit ordinaire où les étoiles brillent dans un ciel magnifique. Ici, il fait nuit noire et il fait une chaleur torride. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. On pourrait croire à tort que Saturne possède un environnement favorable à la Terre. Certaines couches de cette sphère gazeuse géante présentent en fait des conditions de température assez agréables. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche avec des molécules liquides à 0 degrés Celsius, ce qui ressemble à la Terre. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure et le reste de la planète est glacial. Donc, tu ne pourras jamais atterrir sur Saturne et être le même être humain que sur Terre. Mais tu peux y devenir une sorte de boule de neige ou un cristal de glace. Quant à Jupiter, tu as peut-être déjà deviné qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. C'est donc une autre sphère gazeuse sur laquelle on ne peut pas marcher. Mais c'est un peu différent de Saturne. On ne plongerait pas dans Jupiter, on y flotterait plutôt. Cette planète ressemble à un nuage géant, et si tu te posais dessus, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup ici, ça gèle à la surface. Contrairement à Saturne, plus tu plonges profond, plus cette sphère gazeuse devient brûlante. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas d'Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un creuset vivant où tout ce qui peut brûler brûle. Elle est également responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment fondue par la chaleur de son Soleil. WASP 76b est une autre planète étrangement dangereuse où il pleut. Non, pas des guêpes. Il fait si chaud là-bas, plus de 2370 degrés Celsius, que cela vaporise le fer et il pleut donc du fer. C'est une autre géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son extrême proximité avec le Soleil divise la planète en deux. Une moitié a un jour sans fin, tandis que l'autre a une nuit éternelle. Voici WASP 12b, l'une des planètes les plus étranges et les plus tristes qui existent.
L'énorme gravité de son étoile, combinée à la planète constituée principalement de gaz, résulte dans le fait que l'étoile dévore lentement son protégé. WASP 12b a déjà pris la forme d'un œuf tendu vers son impitoyable Soleil et incapable de faire quoi que ce soit de sa condition. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de l'étoile. Aucune liste des planètes les plus étranges ne pourrait se passer de Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et pleine de nuages que sa surface est beaucoup plus chaude que celle de Mercure, bien qu'elle soit un peu plus éloignée du Soleil. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus. Sa gravité est presque 100 fois plus forte que la nôtre, et ces nuages dont j'ai parlé ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique, qui se condense et tombe en pluie sur le sol, ajoutant au brasier. Mais même si tu étais assez courageux ou fou pour essayer de traverser ces nuages, tu ne pourrais probablement pas le faire. Les vents qui soufflent là-haut sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Une autre planète froide et glacée est celle que je n'ose pas prononcer. Bien que l'étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures qui règnent là-bas descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui est à peine plus chaud que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle. Néanmoins, si elle possède un noyau rocheux, elle pourrait générer un peu de chaleur. Il est donc possible que sous la surface gelée, nous puissions construire un hôtel thermal pour les voyageurs de l'espace. La prochaine planète bien compliquée à prononcer est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile, et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à la surface. Mais ces couleurs agréables proviennent en fait des particules de silicate dur présentes dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit près de 7 Mach. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit 20 fois moins. Ainsi, le verre tombant du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Voici un autre nom qu'on va juste laisser sur l'écran, merci. Cette planète magnétique, appelons-la SIMP, possède probablement les meilleures aurores de l'univers, laissant nos aurores boréales dans l'ombre. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à toute forme de vie à bien des égards. Elle est verrouillée de manière tidale à son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours vers l'autre côté. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 965 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, est différente d'une façon tout à fait horrible. 55 Cancri est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Et entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néant lugubre. Le système, dont je ne vais même pas tenter de prononcer le nom, compte 3 exoplanètes qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas une étoile ordinaire, c'est un pulsar, un noyau d'étoile explosé qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant plusieurs milliers de fois par seconde. En conséquence, les planètes en orbite autour de cette étoile défunte sont lentement rongées et finiront par disparaître complètement. TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave.
Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire, c'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b, et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf et tiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur.
Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Des astronomes ont découvert une exoplanète qu'ils ont surnommée Super Saturne. Elle a des anneaux d'une largeur de plus d'une UA. Une UA, ou unité astronomique, est la distance entre le Soleil et la Terre. C'est donc un système d'anneaux incroyablement grand, d'où le nom. Super Saturne est aussi appelé objet de Mamajek, d'après l'astronome qui a dirigé l'équipe à qui l'on doit la découverte. Le professeur Eric Mamajek de l'Université de Rochester, dans l'État de New York, a trouvé Super Saturne en parcourant les données téléchargées des observations de transit. WASP est l'acronyme de Wide Angle Search for Exoplanets. C'est un projet ingénieux développé en l'an 2000 par des astronomes de l'Université Queen's de Belfast, en Irlande du Nord, et de l'Université St Andrews en Écosse. Les caméras vidéo CCD de 4 télescopes enregistrent la légère atténuation de la lumière des étoiles, causée par les objets qui passent devant elles. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit de détection des exoplanètes. Par exemple, la planète Vénus transite devant notre Soleil tous les 200 ans. Un point noir, la silhouette de Vénus, est alors visible passant devant le Soleil lorsque la planète passe entre notre ligne de vue et le Soleil. Cette minuscule éclipse fait que la quantité de lumière solaire qui arrive sur Terre est réduite d'une infime quantité. Il en va de même pour toutes les étoiles de la Voie lactée qui ont des planètes en orbite autour d'elles. Les transits d'exoplanètes devant leurs étoiles doivent être directement alignés avec la Terre pour que la lumière des étoiles soit atténuée. De tels transits ne se produisent pas très souvent. C'est pourquoi il faut regarder des milliers d'étoiles simultanément pendant une durée aussi longue que possible, entre 4 et 8 heures par nuit. WASP a été créé pour fixer en permanence un éventail d'étoiles aussi large que possible. L'une d'entre elles pourrait montrer un transit d'exoplanètes.
Cela se traduit par la production d'une grande quantité de données, environ 40 gigaoctets par session d'observation. Les informaticiens de l'université de Leicester, en Angleterre, ont développé un programme informatique pour stocker les données et générer des graphiques photométriques de l'intensité lumineuse de chaque étoile. L'université ouverte, également située en Angleterre, a rejoint le projet WASP, a pris ces données et les a mises à la disposition des astronomes du monde entier pour leurs recherches. Les graphiques de l'intensité de la lumière des étoiles sont appelés courbes de lumière. Ces graphiques ont deux axes. L'un est l'axe du temps, l'autre est l'intensité de la lumière. Lorsque l'objet, considéré comme une exoplanète, bien qu'il puisse aussi s'agir d'une étoile naine brune, passe devant l'étoile, l'axe du temps suit la vitesse à laquelle il se déplace. Il nous indique à quel point l'objet est proche de l'étoile, tandis que l'axe de la luminosité suit l'atténuation de la lumière de l'étoile. De cette façon, nous pouvons connaître la taille de l'objet. Évidemment, les gros objets atténueront davantage la lumière et seront plus faciles à détecter. Actuellement, les équipements terrestres ne sont pas assez sensibles pour mesurer l'obscurcissement causé par des planètes aussi petites que la Terre. Les planètes de taille au moins égale à celle de Neptune représentent le seuil de détection du WASP. Le télescope spatial James Webb, qui est depuis peu en service, est beaucoup plus sensible et pourra résoudre les transits d'exoplanètes de la taille de notre Terre. Tu brûles certainement d'envie de te rendre sur cette super Saturne, mais il y a autre chose que tu dois savoir avant d'y arriver. Si l'exoplanète a une atmosphère, ou, dans le cas de Super Saturne, un système d'anneaux, la lumière de l'étoile que la planète traverse brillera à travers l'atmosphère ou le système d'anneaux. Et cela peut être aussi détecté. La courbe de lumière montrera moins d'atténuation dans les données photométriques, car toute la lumière des étoiles n'est pas bloquée. Une partie de la lumière traverse l'atmosphère ou les anneaux. C'est important car cela fournit aux astronomes des données sur l'atmosphère. Le télescope spatial James Webb est équipé de spectroscopes qui peuvent déterminer la teneur en gaz des atmosphères des exoplanètes en transit, oxygène, méthane, carbone, etc. Le projet WASP a vraiment pris de l'ampleur. Il y a maintenant un projet Super WASP composé de WASP Nord et WASP Sud. L'un regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère nord, l'autre regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère sud. Il existe aussi un relevé des transits de nouvelle génération, NGTS, basé sur le projet WASP. Il est automatisé, donc les astronomes n'ont pas besoin de rester debout toute la nuit à siroter du café. Situé à l'Observatoire européen austral dans le désert d'Atacama au Chili, le NGTS scanne des millions d'étoiles et a découvert plus d'une centaine d'exoplanètes, jusqu'à une taille aussi petite que 3 fois celle de la Terre. NGTS a lancé un club de chasseurs de planètes sur les réseaux sociaux. Les astronomes amateurs peuvent faire des recherches dans la base de données en ligne des courbes de lumière et peut-être découvrir leur propre exoplanète. Ce qui était un effort strictement britannique lancé par 1 ou 2 astronomes est désormais un phénomène mondial. Grâce à la possibilité de lire la signature spectroscopique des gaz atmosphériques pendant les transits d'exoplanètes, une nouvelle idée a vu le jour, les technosignatures. Il s'agit d'identifier spécifiquement les gaz dans les atmosphères des exoplanètes qui pourraient être produits par une civilisation. Le télescope spatial James Webb peut le faire. Les gaz issus de la pollution, comme les chlorofluorocarbones, peuvent être observés par spectroscopie s'ils sont présents. Le tritium des réacteurs à fusion, s'il y en a, pourrait aussi être détecté, ainsi que les schémas de dispersion de la chaleur des villes à la surface des planètes. Les technosignatures sont un concept récent qui a vu le jour après le lancement du projet WASP. Qui sait ce qu'il permettra de découvrir? Et maintenant, retournons à notre Super Saturne. L'étoile autour de laquelle gravite Super Saturne est J1407, une petite étoile de la préséquence principale de 13e magnitude, peu lumineuse et semblable au Soleil. Quoi? Eh bien, l'œil humain ne peut voir les étoiles que jusqu'à la 6e magnitude, et chaque magnitude est 2,5 fois plus faible que la précédente. Il ne s'agit donc pas d'une étoile exceptionnelle, juste d'une étoile télescopique dans la région du Scorpion-Centaure du ciel nocturne. J1407 est une jeune étoile, qui ne s'est pas encore installée dans sa phase stable de longue durée. C'est important car Super Saturne, officiellement J1407b, montre des signes de possession d'un système d'anneaux à un stade précoce de développement. La courbe de lumière de Super Saturne était cachée dans la montagne de données du projet Super WASP. Le professeur Mamajek et son associé, Matthew Kenworthy, de l'université de Leicester, ont étudié les données en profondeur et en ont produit un rapport détaillé.
La connaissance dépend de données de qualité. L'axe horizontal de la courbe de lumière de J1407b, l'axe du temps, est ce qui suscite tout le débat. Il a fallu des semaines à Super Saturne pour passer devant son étoile mère, 56 jours pour être exact. Les systèmes d'anneaux planétaires que nous connaissons dans notre système solaire orbitent juste autour des équateurs des planètes géantes gazeuses et sont très fins, de quelques centimètres à quelques mètres d'épaisseur. Dans un télescope, les anneaux de Saturne semblent disparaître lorsque la planète a une inclinaison nulle vers la Terre. Saturne doit être incliné d'un certain angle par rapport à la Terre pour que l'on puisse voir son magnifique système d'anneaux. C'est d'ailleurs un spectacle que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Si les anneaux de Super Saturne ont bloqué la plupart de la lumière de J1407 pendant 56 jours, cela signifie que la planète devait être en orbite avec une forte inclinaison par rapport à son étoile. Si elle était à une inclinaison nulle, on n'aurait pas vu les anneaux bloquer la lumière. On a donc pu déterminer la durée de l'orbite. De 10 ans minimum à 200 ans si l'orbite est très elliptique. On a calculé que la superplanète avait une masse égale à 24 fois celle de Jupiter, ce qui signifie que si elle est gazeuse, elle pourrait être une étoile naine brune. Super Saturne semble avoir un objet de la taille de Mars en orbite autour d'elle, car il y a un énorme vide dans ses anneaux, qui a très probablement été créé par un gros objet. Dans les anneaux de notre Saturne original, la division de Cassini est l'endroit où l'une de ces lunes se serait frayé un chemin à travers ces anneaux. La courbe de lumière de Super Saturne n'a été observée qu'une seule fois. Tous les systèmes de détection d'exoplanètes gardent les yeux ouverts pour le jour où elle achèvera sa révolution autour de J1407. Personne ne sait quand cela se produira. Certains astronomes ont suggéré que J1407b était un système d'étoiles naines brunes à part entière, qui ne faisait que passer devant l'étoile J1407 sans y être relié. Mais une réapparition orbitale de Super Saturne réfuterait cette hypothèse. La région centrale de Super Saturne a bloqué toute la lumière de son étoile mère. C'est ce qui indique que le système d'anneaux est encore jeune et qu'il est dans une phase de développement précoce. Au fil du temps, la masse très dense des anneaux près de la planète devrait s'amincir car toute cette matière sera absorbée par la planète ou éjectée dans l'espace. C'est ce qui s'est passé avec les planètes géantes gazeuses de notre système solaire. L'objet de Mamajek est une petite révolution. Jamais auparavant, ni depuis, une courbe de lumière semblable à celle de Super Saturne n'a été détectée. Super Saturne a ajouté un nouveau chapitre à notre compréhension de la formation des systèmes d'anneaux. Et si le soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit.
est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum, une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées. Des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites? Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient
L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et dans ce cas, elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise, et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe,
La combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux, et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques, ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ces angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ces faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids, les faces supérieures et inférieures du cube, ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Et ces bords seraient un environnement extrêmement difficile au développement de la vie.
De plus, une atmosphère plus fine signifie moins de protection contre les radiations et les vents solaires. Les coins et les bords seraient donc extrêmement dangereux pour les humains. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une exploration ludique de ce qui pourrait être. Notre Terre aime sa forme sphérique et c'est une très bonne chose. Mais il n'y a aucun mal à s'imaginer des possibilités merveilleuses et improbables. Alors, ne bridons pas notre imagination et continuons à nous émerveiller devant les curiosités de notre planète adorée, quelle que soit sa forme. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans un système stellaire très très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année, Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile. Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiters en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre. Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020.
Les changements étaient perceptibles à l'œil nu. Et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2/3. À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière. Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa ? Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées Super Puff, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et dufteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues. Mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés, virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pattes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs, et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, soit pas plus gros qu'un atome. Leur masse pourrait varier, mais ces corps miniatures pourraient avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie affirme qu'une immense quantité de micro-trous noirs aurait pu être créée juste après le Big Bang et le commencement de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à avancer que notre planète pourrait être traversée par 1 ou 2 mini-trous noirs tous les jours.
À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à prendre une photo de plusieurs formes sombres près du centre de cette nébuleuse. Il s'agit des piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Avoue quand même que ça a du style.